Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de Webullition réalisé par les étudiants du Master Journalisme et Médias numériques de Metz. Dans cette édition, nous allons parler de l'impact du réchauffement climatique sur la Moselle. Plus précisément, nous allons nous focaliser sur les inondations qui ont frappé le département le printemps dernier. Historique des inondations précédentes, immersion dans une station météo, particularités climatiques de la Moselle, tous ces sujets seront traités dans ce journal. En plus des reportages sur le terrain, nous accueillerons en plateau Claire Delus, chercheuse au sein du Centre de recherche en géographie de l'Université de Lorraine. Sandra Lochon reviendra enfin sur la COP29. Tout d'abord, Thomas Alvarez, Hugo Langlais et Louis Roche se sont rendus à Bouzonville pour constater les dégâts des inondations, encore visibles 6 mois plus tard. Des images chocs qui rappellent de tristes souvenirs. Le 17 mai dernier, des crues impressionnantes ont envahi le département de la Moselle. Ici, à Bouzonville, la crue a atteint jusqu'à 1,80 m, laissant la population dans la détresse. On a l'habitude ici des inondations, j'en avais 2 à 3 par an à l'époque, avant qu'il y avait eu un curage. Maintenant, ça a été curé, mais bon, il y a eu la rapidité, on n'a pas pu, on ne s'attendait pas à un niveau aussi important. 6 mois après, les stigmates sont encore présents. En arpentant les rues d'Eller et de Lagné, les traces de ce traumatisme sont encore visibles sur les murs des commerces et des habitations. Les sinistrés sont encore meurtris de cet événement soudain et brutal. On voyait les gens qui étaient dans la détresse, hein, parce qu'on voyait tout ce qui sortait des maisons. Il y a des gens qui ont tout perdu, hein. Mais quand on dit tout, c'est tout. La solidarité s'est malgré tout construite après le débordement de Lagné. Le centre de secours, particulièrement touché par la crue, a joué un rôle primordial pour mettre à l'abri les victimes. La commune a elle aussi mis la main à la pâte en mettant en place des bennes et des dépanneuses pour intervenir. L'action primordiale était de mettre à l'abri les personnes encore présentes à l'école à ce moment-là. Au niveau de ma famille et au niveau des gens de café, donc qui sont venus prêter main forte quand il fallait. Après, c'est chaque chose, surtout pour lever les objets lourds et tout ça, il fallait du monde. Même si la vie a repris son cours à Bouzonville, les gens ont toujours en tête cette inondation du 17 mai. Certains sinistrés cherchent encore à être dédommagés des dégâts subis ce jour-là. L'État a reconnu ce sinistre comme catastrophe naturelle, une reconnaissance essentielle pour les victimes. Ce n'est pas la première fois que la Moselle est touchée par des inondations de cette envergure. Pour en avoir le cœur net, Loris Géco et Claire Théry se sont plongés dans les archives du Républicain lorrain afin de se remémorer les crues marquantes du siècle dernier. À chaque siècle, son lot de crues exceptionnelles. Depuis 1947, les Mosellans ont fait face à plus d'une dizaine d'épisodes d'inondations. Aux archives du Républicain lorrain, les articles sur le sujet sont recensés depuis 1969. Pour vous, nous avons ressorti tous les dossiers. Remontons dans le temps. Du 25 au 31 décembre 1947, c'est la crue du siècle. Le pic est de 8,90 m. C'est un événement catastrophique, considéré comme la crue de référence pour le bassin de la Moselle. Routes et voies ferrées coupées, usines fermées, nombreuses habitations inondées. En tout, 5 victimes sont recensées. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de témoins de cette inondation. Jean-Emmanuel Lagesse, responsable adjoint au service documentation Républicain lorrain, se rappelle surtout de la crue de 1982. On se souvient tous d'une inondation à laquelle on a pu être confronté, ou une inondation qui était proche de chez nous, donc on a tous en tête un souvenir de ce type. Moi, c'est celle de 82, parce qu'à l'époque, j'habitais à Mont-de-Lange, et la vallée de l'Orne avait été très, très inondée. Je n'avais pas eu cours pendant plus d'une semaine, donc ça, c'est un souvenir qui marque à chaque fois quand on est jeune. En avril 1983, c'est de nouveau la panique. Petit à petit, les eaux montent, à cause du redout dans les Vosges qui fait fondre la neige et d'une pluie qui ne cesse pas. Le 11 avril, la côte atteint 7,75 m au niveau du pont des Morts de Metz. Pas assez pour égaler le record de 1947, mais suffisant pour marquer les esprits. Un mois après, la Moselle déborde encore. 4 jours durant, les Lorrains sont sous l'eau. C'est le cauchemar, le désastre. 2 crues en 2 mois, c'est plus que les Lorrains ne peuvent en supporter. Écoles fermées, routes coupées, des milliers de riverains sinistrés. Les inondations sont déclarées catastrophes naturelles quelques jours plus tard. 40 ans après, les Mosellans vivent encore des périodes d'inondations difficiles. Avec le changement climatique, ces phénomènes ne sont pas prêts de s'arrêter. Au contraire. Pourquoi la Moselle a été touchée par ces inondations ?
Pour tenter de répondre à cette question, Simplice Oniglo nous a rejoints sur le plateau et est accompagné de Claire Delus. Bonjour à vous. Bonjour Elsa, nous sommes effectivement avec Claire Delus. Elle est maître de conférences en géographie à l'Université de Lorraine. Elle dirige également ce département accouplé avec l'aménagement et l'environnement. Alors, en Moselle, en mai 2024, nous avons observé plusieurs inondations assez inédites. Est-ce que ce sont des phénomènes qu'on verra plus souvent ou alors c'est des cas isolés? Alors c'est difficile de répondre à cette question. Premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement, c'était un événement exceptionnel, d'une intensité assez rare. Oui. Par contre, c'est un épisode qu'on avait déjà rencontré par le passé. Pour répondre à votre question, est-ce que ce sont des épisodes auxquels on peut s'attendre à voir plus fréquemment à l'avenir? Probablement que oui, parce que dans un contexte de réchauffement climatique, avec la température qui augmente, on a une capacité en fait pour l'atmosphère à contenir de la vapeur d'eau qui augmente également. Donc à chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Et comme a priori la température du globe se réchauffe et ça ne devrait pas changer à court terme, on peut s'attendre à voir une augmentation de la fréquence de ce type d'épisode. Alors, est-ce que les territoires mosellans sont particulièrement vulnérables? A priori, ce ne sont pas les territoires les plus vulnérables. Après, ça dépend à quelle échelle on les compare. Et même au sein du territoire mosellan, vous allez avoir des territoires qui seront plus vulnérables en fonction de l'occupation du sol, en fonction, est-ce que ce sont des milieux urbanisés, est-ce que c'est plutôt forestier, plutôt agricole, etc. Donc c'est difficile de généraliser. Chaque territoire a ses spécificités. Par exemple, à Bouzonville, on a vu des dégâts indescriptibles. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi ce territoire est particulièrement inondable à ce point? Alors, a priori, de ce que j'en sais, en termes de retour d'expérience de cet événement, il n'y a pas eu un débordement de cours d'eau à cet endroit-là. Il y a eu par contre un phénomène de ruissellement très intense. Donc les précipitations qui sont tombées sont restées à la surface du sol, ont ruisselé et ont provoqué des inondations. Alors les autorités mosellanes, est-ce qu'elles étaient préparées à ces genres de sinistres? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans la Moselle prêt à agir lorsque ces genres d'événements se produisent? Alors, on n'est jamais vraiment prêt. En général, on est prêt après la catastrophe parce que c'est là qu'effectivement, on se rend compte de tous les dysfonctionnements. Maintenant, au niveau de l'autorité, ça dépend ce que vous mettez sous autorité. Météo France avait effectivement signalé l'alerte très tôt dans la journée. Par contre, en termes de surveillance de cours d'eau, en fait, comme ce ne sont pas forcément des débordements de cours d'eau et comme surtout ce sont des petits cours d'eau qui ont débordé, ce sont des cours d'eau qui ne sont pas suivis au niveau du suivi des débits. Donc en fait, l'alerte crue a été donnée, mais relativement tardivement, au moment où c'est arrivé au niveau des grands cours d'eau. Et les villes, à leur niveau, est-ce que la mairie, par exemple, a des dispositifs pour l'avenir? Oui, il y a tout un tas en fait, de dispositifs qui existent, de plans de sauvegarde. La mairie sait exactement comment elle doit agir, comment elle doit prévenir les riverains en cas de situation. Par contre, l'essentiel du travail est à faire avant l'événement. C'est un travail de sensibilisation, d'information, de prévention, justement pour que les riverains sachent quoi faire au moment où il y a une alerte. Okay. Parce que ce n'est pas tout de donner une alerte. Si on prend le cas, il y a eu un événement très grave en Allemagne qui s'est produit en 2021, il y a eu 200 morts. Pourtant, l'alerte avait été donnée, mais les riverains n'avaient pas conscience de la gravité de l'événement, d'une part, et d'autre part, en fait, n'ont pas su quoi faire. Et quand ces alertes, elles sonnent, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que riverain de ces zones-là? Alors, ça dépend où vous vous situez, mais bien évidemment, il ne faut pas essayer, par exemple, de vous engager sur un axe de communication lorsque la route est barrée. Et si ça concerne votre domicile, il y a tout un tas de précautions au niveau électricité. Vous pouvez mettre des bâtards d'eau, des sacs de sable pour éviter que l'eau s'infiltre, etc. Mais c'est vraiment du cas par cas. Est-ce qu'il y a des stratégies aujourd'hui de gestion plus à l'échelle régionale? Alors, il y a des stratégies qui sont mises en place, notamment au niveau du bassin versant de la Moselle. Ils sont en train de mettre en place ce qu'on appelle un PAPI, donc un programme d'action et de prévention des inondations. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir s'il y a des aménagements qui peuvent être mis en place, ou en tout cas, si on peut améliorer le risque inondation, le limiter plutôt, et améliorer la prévention. Donc, ça, c'est en cours, parce qu'on est sur des territoires quand même à risque important d'inondation sur le sillon mosellan. Et vous avez travaillé énormément sur ce sujet. Comment est-ce que vos travaux permettent de mieux cerner ces phénomènes-là? Alors nous, on mène deux types de travaux, soit effectivement post-événement, donc on va regarder l'événement au niveau climatique, quelle a été la genèse de l'événement, qu'est-ce qui explique qu'on a un événement aussi intense, et puis comment cette pluie s'est transformée en écoulement,
Comment on explique? Donc, ça se fait par de la modélisation hydrologique, de la transformation pluie-débit, d'une part. Et d'autre part, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est essayer d'aller chercher dans le passé des événements comparables pour voir si on a justement eu des événements aussi graves, plus graves, et pour essayer de détecter si statistiquement on peut réellement dire qu'il y a une augmentation de la fréquence de ces événements ou pas. Si vous n'avez pas suffisamment de profondeur historique, vous ne pouvez pas en fait mener ce type d'études. Aujourd'hui, quels sont les freins que vous rencontrez dans l'exercice de ces travaux sur le terrain? Alors, la principale difficulté, c'est toujours la validité des données, parce que mesurer un débit de crue, c'est très compliqué. Parce que quand un débit est contenu dans un chenal, dans une rivière, c'est facile d'aller le mesurer. Enfin, c'est facile. On peut aller le mesurer. Par contre, à partir du moment où ça déborde, on a beaucoup de mal à estimer en fait la valeur du débit. Et si on n'a pas une bonne valeur de débit, on ne va pas pouvoir mettre en place facilement un modèle hydrologique. Est-ce qu'il y a lieu de s'alerter ou pas? Ce n'est pas forcément notre discours d'être alarmiste. Par contre, il faut effectivement améliorer la prévention. On voit bien que ce qui s'est passé en Espagne, ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc oui, il faut être très vigilant et surtout sensibiliser les populations sur la possibilité que ce type d'événement augmente et surtout limiter au maximum les aménagements en zone inondable pour limiter les dégâts et les dommages matériels et humains. Merci Claire d'être passée sur ce plateau, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. Merci à vous Claire Delus pour toutes vos réponses et merci Simplice d'avoir mené cet entretien. Les conditions météorologiques varient souvent d'un milieu à l'autre. Pour le comprendre, nous nous sommes rendus dans une station météo plutôt atypique, installée au plus près du centre-ville de Metz. Un reportage signé Apolline Benoît-Gonin et Bastien Baer. Quand on imagine une station météo, on pense directement à un grand bâtiment rempli de matériel sophistiqué, mais la réalité est tout autre. Jonchée sur le toit de Blida, la station de météo Metz est aussi discrète qu'ergonomique. Anémomètre, capteur de rayons solaires ou de pression atmosphérique, tout tient sur un pylône doté de 6 capteurs, mais tout ne fonctionne pas dans chaque situation. En termes d'intempéries et d'événements forts, déjà on peut le voir avec le vent. Puisqu'effectivement, plus le vent est fort, plus la girouette, l'anémomètre va se mettre à tourner très vite. Après, il y a les températures. Quand il y a des températures extrêmes qui soient dans un sens ou dans l'autre, il y a le capteur de température qui est là-dedans, qui mesure très précisément au dixième près la température. Et après, il y a effectivement le pluviomètre. Quand il pleut beaucoup, dans un temps très réduit, on le voit aussi. De son côté, Météo France récolte les données via la station de Metz-Frescatis, située à un peu moins de 15 km du centre-ville. À cette distance, impossible d'obtenir des données exactes sur la ville. C'est pourquoi Victor et Erwan, co-créateurs du projet, ont eu l'idée de s'installer au tiers-lieu pour être à moins d'1 kilomètre du centre-ville. Mais une installation comme celle-ci doit toujours être réfléchie. On ne peut pas l'installer n'importe où. Il faut qu'elle soit relativement dégagée du reste, il ne faut pas qu'il y ait d'arbres autour. Il ne faut pas qu'elle soit trop proche du sol, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop haut, il ne faut pas qu'il y ait de rayonnement extérieur, il faut qu'elle soit en prise avec le vent. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que l'emplacement est très important pour avoir des données fiables. Ne pouvant pas analyser les données, quoi de mieux que de se rapprocher d'un climatologue pour les comprendre en se basant sur un exemple concret, les inondations du 17 mai dernier. Alors ces données ont montré que le mois de mai 2024 a été excédentaire en pluviométrie, avec un excédent de 57%. Et puis également constaté que le mois de mai a été excédentaire en termes de température, notamment pour les températures de nuit, avec un excédent de 1,5 mm. Donc ça a montré que finalement cet événement, que ce mois de mai a été doux, mais aussi extrêmement pluvieux. Un épisode de pluie qui ne s'est pas tant ressenti du côté de Metz, mais qui a fait des ravages dans le nord du département. Pour rappel, l'équivalent de 2 mois de pluie y ont été enregistrés en moins de 24 heures. Un record pour l'année, mais qui reste en dessous du drame du 14 juillet 2021, causant 279 morts dans le Benelux. Nous sommes en hiver et pourtant il fait de moins en moins froid et le gel s'y fait aussi plus rare. Pour comprendre ce phénomène, nos journalistes ont rencontré un météorologue local, Madeleine Montoriol et Myrtille Dussert. Les gelées sont encore fréquentes certains hivers, mais sous l'effet du réchauffement climatique, ce phénomène devient de plus en plus rare. Les périodes de gel sont plus courtes, moins nombreuses et souvent placées en plein cœur de l'hiver. Et il y a une dizaine d'années, on avait globalement une vague de froid qui durait une semaine et demie chaque mois. Donc avec des périodes de gel
voire même des périodes de grand froid avec des températures minimales nocturnes qui pouvaient descendre à moins 10, moins 15, voire très localement moins 20 dans certaines plaines. Ça arrivait à peu près une fois par mois. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en fait, c'est que ces périodes dites de grand froid, c'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Si certaines villes se sont adaptées depuis plusieurs années à des périodes de fortes intempéries, à Metz, les revêtements du sol dans le cœur de ville sont très glissants et parfois même dangereux pour les usagers. À la place de la République à Metz, on sait que même quand il pleut, on a un revêtement en fait, qui est très glissant. On travaille au palais de justice et c'est vrai que cette partie de la rue, elle est, par temps de pluie, elle est déjà glissante et par temps de gel, on ne l'a pas trop vue, mais les rares fois où ça a été gelé, c'était un peu une patinoire. J'ai un 2 roues que je prends avec parcimonie en fonction des possibilités du sol. Là, je suis en train de changer mes pneus justement pour ça, en prévision des changements météo. Eh bien déjà, on regarde toujours plus ou moins la météo et en fait on s'adapte au niveau des vêtements par rapport à la météo. Moi je mets des chaussures un peu plus style montagne. Oui. On reste chaussures sans talons et voilà, plus confortable. Oui, effectivement. Une seule solution pour les piétons et les usagers, s'adapter aux conditions météorologiques. Et en parlant de climat, la COP29, le sommet international sur le climat, s'est terminé il y a maintenant plus d'une semaine. Sandra Lochon a rejoint le plateau. Bonjour Sandra. Bonjour. Que peut-on tirer du sommet de cette année ? Vous avez sûrement vu ces terribles images, les inondations meurtrières du 29 octobre dans la région de Valence en Espagne. 223 morts, une dizaine de disparus, des vies brisées, des familles en deuil et des paysages dévastés. Et pendant ce temps, les catastrophes climatiques se succèdent, comme si la planète criait à l'aide. Du 11 au 22 novembre s'est tenue la COP29, la conférence internationale annuelle sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan, un pays dont l'économie repose sur la manne pétrolière et gazière. Dès l'ouverture, le président du pays hôte a lancé « Le pétrole et le gaz sont un cadeau de Dieu », un cadeau alors que des millions de personnes se battent contre la crise climatique. L'objectif de cette COP est de convaincre les États de bâtir des plans concrets pour lutter contre le changement climatique, limiter le réchauffement à 1,5 degré et soutenir les populations les plus vulnérables, celles qui subissent déjà les pires conséquences. On l'appelle donc la COP de la finance climat, car les États ont dû se mettre d'accord sur un nouvel objectif de financement climat. Après des négociations chaotiques, les 197 pays ont finalement trouvé un accord, 300 milliards de dollars par an pour les pays du Sud à partir de 2035. 300 milliards, un chiffre 4 fois inférieur à ce que ces pays réclamaient pour affronter la complexité de la crise climatique, 1300 milliards. Ce montant a été jugé trop faible et trop tardif par les pays du groupe Afrique. Et qu'en est-il de la France ? Par la voix de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, le texte a été qualifié de décevant et pas à la hauteur des enjeux. Pourtant, dans le même temps, le président américain Joe Biden se réjouit d'un accord qu'il qualifie d'un pas important dans la lutte contre le réchauffement climatique, un pas important face à l'urgence. Un pas peut-il suffire ? Le monde attend bien plus. Merci pour toutes ces précisions, Sandra. Des propos qui ne rassurent pas et il est normal de s'inquiéter des dégâts que l'on risque de subir au vu du dérèglement climatique. Pour apaiser les esprits, Martin Bertrand et Malo Simonet ont tenté de trouver des solutions pour lutter contre les inondations. Le département de la Moselle est-il de plus en plus vulnérable aux inondations après les événements survenus en mai 2024 ? On est en droit de se poser la question. Pour Lionel Plumio, ingénieur en conseil météorologie, la question n'est pas si simple. Dans le nord-est et donc en Moselle, on a quand même une tendance à l'augmentation légèrement du volume sur les précipitations. A priori, la Moselle n'est pas particulièrement sujet à ce genre de phénomène en fait. C'est tombé en Moselle comme ça aurait pu tomber en Alsace ou ailleurs. La Moselle a connu 3 épisodes d'inondation depuis 2000, soit autant que sur les 24 premières années du siècle précédent. Et pour autant, les épisodes sont plus dévastateurs que par le passé, et ce notamment à cause du réchauffement climatique. 1 degré en plus et c'est 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère, donc des précipitations. Ces précipitations sont plus espacées, on alterne entre sécheresse et pluie, et donc l'eau est moins facilement absorbée par les sols. Cela s'explique aussi par l'action de l'homme, l'agriculture, la déforestation ou encore la construction. Pour Lionel Plumio, le premier levier d'action est évident. Là, c'est la lutte contre le changement climatique, tout en sachant que ça va être compliqué, vu que le changement climatique qu'on connaît aujourd'hui, de toute façon, il va falloir vivre avec. Mais une réflexion doit aussi avoir lieu sur l'urbanisme, la construction en zone inondable, les aménagements en bordure de cours d'eau et l'artificialisation des sols. Mais il est possible de réduire l'ampleur des inondations tout en combattant le changement climatique.
Ça va être la gestion de l'agriculture qui se trouve autour des rivières, par exemple. Ça va être les plantations d'arbres qui, à travers leurs racines, contiennent plus d'eau. Ça va être la gestion du sol et la gestion des paillages, par exemple, qui, avec une certaine épaisseur, vont encore une fois agir comme une éponge. Entre un sol nu et un sol couvert, comme vous pouvez en trouver par exemple dans la forêt, on peut retenir 10 fois plus d'eau. Les inondations restent le premier risque de cause naturelle en France métropolitaine et un quart de la population peut potentiellement y être exposée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues dans la conception de ce JT, que ce soit en régie ou sur le terrain. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site webullition.info et les réseaux sociaux. Sur ce, bonne journée à vous!